Bonjour et bienvenue dans Flight Simulator 2024 à bord de ce Beechcraft Bonanza pour une mission de carrière. On va aller amener cet avion-là à un autre endroit. Donc petite navigation assez courte qui sera l'occasion de pouvoir discuter de plusieurs points sur le Dreamer et notamment du confort, puisque j'ai enfin reçu, alors la semaine dernière déjà, l'interface faciale de Studioform et une sangle de tête qui permet de le poser en appui sur la partie supérieure de la tête. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce que ça change en termes de confort par rapport au Dreamer de base. 8 Charlie Alpha 5 traffic. Beechcraft November 96251. Taking off runway 18. East departure. 8 Charlie Alpha On va 5. décoller sur la 36, hein, tant pis. Alors on va décoller, puis on va discuter un petit peu de tout ça juste après. C'est magnifique. Alors, cet équipement de Studioform, donc j'ai opté pour donc l'interface faciale du Dreamer avec qui est vendu justement avec trois épaisseurs de coussins que l'on accroche dessus. Vous avez une épaisseur fine, une épaisseur moyenne, une épaisseur plus importante. Moi j'ai pris l'épaisseur la plus importante pour avoir un peu plus de confort. Et c'est vrai que la première chose qui marque, c'est dès qu'on le met en place, ça n'a rien à voir avec l'interface faciale de Pimax. Ça n'appuie plus sur le dessus, c'est vraiment tout en douceur. C'est un gain de confort qui est vraiment énorme. Et à ceci, j'avais ajouté également une sangle verticale que l'on met en fait, que l'on accroche des deux côtés du Dreamer en scratch, avec un petit coussin sur le dessus. Et donc ça permet de faire reposer un peu le casque sur la partie supérieure de la tête de manière très confortable. C'est un peu ce que j'avais reçu de Pimax sur le Crystal Light, où j'avais donc une sangle sur le dessus qui permettait de positionner correctement verticalement en fait le casque. Et ça c'est hyper pratique parce que ça permet de vraiment bien aligner correctement le casque par rapport aux yeux. Et une fois que la sangle elle est correctement réglée, que vous avez vraiment la bonne hauteur, et bien vous avez le casque qui est parfaitement aligné avec vos yeux. Et ça c'est hyper important parce que le sweet spot au niveau vertical du Dreamer est quand même assez étroit. Donc il faut qu'il soit bien positionné et qu'il ne bouge pas verticalement. Et cette sangle du dessus, elle est, pour moi, je considère quasi indispensable pour positionner correctement le casque sur nos yeux. Et associer vraiment la sangle, enfin l'interface faciale, le confort, et là il prend une toute autre dimension. Alors on a toujours la sangle à l'arrière là, avec ces deux scratchs qui reste forcément, je ne l'ai pas changé. Mais on a un gain de confort qui est vraiment substantiel, et là j'ai envie de dire que c'est du quasi parfait. Ça appuie pas sur la tête, c'est très doux on va dire, au contact avec le visage. Et là, vu le poids du casque, on peut vraiment partir pour des séances de plusieurs heures sans aucun problème. Voilà, donc allez-y, je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour vous dire ce que j'ai pris exactement, ce que je vous conseille. Et je crois que pour à peu près 40 ou 50 euros, ben, vous transformez littéralement le confort du Dreamer. Donc allez-y, les yeux fermés. Voilà. Alors on va maintenant parler un petit peu, tant qu'on est un petit peu sur notre petite nave, on est en train de monter, toujours de ce Dreamer. Alors j'ai assez peu volé cette dernière semaine vu les grosses chaleurs, il faisait très chaud dans le bureau, donc j'ai très peu volé. Sinon avec la 50-90 ça faisait vraiment un peu chauffage dans le bureau, c'était pas super pratique.
néanmoins, voilà, au niveau du ressenti visuel, c'est toujours aussi magnifique. Ça, c'est vraiment assez bluffant. J'ai quelques petits détails supplémentaires à force de l'utiliser, hein, que je remarque. Au niveau de la qualité d'image, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Si un jour on m'avait dit on arriverait à avoir une qualité d'image comme ça en VR, j'aurais eu beaucoup de mal à le croire. En tout cas, c'est ce que j'espérais. Ben, aujourd'hui, avec le Dreamer, le rêve est devenu réalité, j'ai envie de dire, parce que c'est sublime, c'est ultra net. Le sweet spot, euh, avec le recul, il est selon moi un peu plus petit que le Crystal Light. Le Crystal Light, je rappelle que vous n'avez pas de, de eye tracking, donc le sweet spot il ne bouge pas, il reste toujours centré, donc ça vous oblige à bouger un peu plus la tête. Néanmoins, je me rends compte que même avec le eye tracking, euh, on bouge quand même assez la tête, autant que sur le Crystal Light, hein, on n'y gagne pas forcément beaucoup. Pourquoi? Parce que le sweet spot est assez petit, le eye tracking on voit qu'il améliore ça, hein. Néanmoins, si je regarde par exemple un endroit sur la montagne là ici à 11h, et que je veux regarder un peu plus à 10h, je vois que le eye tracking il fait la mise au point et il le fait relativement vite, hein. Par contre, si je regarde un peu plus à 9h, là j'arrive vraiment sur les bordures de la dalle, et là on est sur du flou. Et ce flou, on voit que le eye tracking vraiment sur les bords de l'écran, il va pas jusque là. Alors si je devais à peu près estimer la zone d'efficacité du eye tracking, je dirais qu'il est efficace sur à peu près, par rapport au centre, 70% de l'écran. Les 30%, quand on se rapproche du bord, le eye tracking n'arrive pas à le faire. Là, je regarde vraiment dans le coin et je vois vraiment que voilà, le eye tracking, il fait pas la mise au point. Ensuite, on a sur ces zones de flou, ça m'a été fait remonter également par un commentaire, et c'est vrai, on a une image qui jaunit en fait sur les bords de l'écran. Ça on le voit clairement, c'est-à-dire que si je vois le ciel bleu, que je regarde dans les coins du ciel bleu, on a un ciel bleu qui a tendance à devenir un peu plus jaune sur les bords de l'écran. Plus la perte de, de résolution, c'est vraiment très visible. Et on a quelques aberrations chromatiques. Là, j'en vois par exemple sur le coin. Là, je suis vraiment en train de regarder le bord de l'écran. Et donc, je vois le bord d'attaque de l'aile. Et j'ai le bord d'attaque de l'aile, il y a du rouge qui apparaît. Donc, il y a quelques aberrations chromatiques vraiment. Mais sur les bords, dès l'instant où je tourne après la tête et que j'arrive à centrer dans cette zone des 70% où le eye tracking est efficace, il n'y a plus ce problème d'aberration chromatique. Voilà. Mais l'aberration chromatique, elle est plus palpable, je trouve, sur le Dreamer que sur le Crystal Light. Sur le Crystal Light, la zone était plus grande, on avait un FOV, un champ de vision qui était plus large que sur le Dreamer. Et cette perception des aberrations chromatiques, on la voyait vraiment au bord vraiment de l'écran. Donc là, c'est un peu plus marqué que sur le Crystal Light. Cela dit, c'est pas gênant. Dès que l'instant où votre regard il reste vraiment centré sur à peu près 70% de l'image par rapport au centre, vous n'avez aucune aberration chromatique, vraiment aucun souci. Toutefois, ces aberrations chromatiques, elles apparaissent un peu plus vite sur le champ vertical. Pourquoi? Parce que le champ vertical, il est plus étroit que sur le Crystal Light. Le Crystal Light, il a un champ qui est plus large, donc on voit un peu plus sur le champ vertical par rapport au Dreamer. Donc ce qui fait que quand on regarde vers le bas, vu que on arrive plus vite proche des bordures de l'écran du point de vue vertical, on voit ces aberrations chromatiques beaucoup plus vite. Mais c'est pas une gêne. Voilà, j'ai envie de dire que on arrive à passer outre ce genre de choses parce que la qualité d'image que l'on a au centre, elle est tellement cristalline, les couleurs sont tellement magnifiques qu'au final, on fait l'impasse assez facilement là-dessus. Voilà. Ensuite, au niveau de la perception 3D, l'hélicoptère qui passe vachement bas là. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais il est passé hyper bas. Donc au niveau de la... Je sais plus ce que je voulais parler. La netteté de l'image. La netteté de l'image, elle est mais parfaite à ce niveau-là.
Donc vous avez vraiment sur toute la plage d'utilisation du eye tracking une image qui est ultra nette. Une sensation 3D qui est vraiment mais encore meilleure que sur le Crystal Light. Pourtant je peux vous assurer que sur le Crystal Light c'était déjà très bien. Mais là vous avez une netteté à longue distance qui est beaucoup plus palpable par rapport justement au Crystal Light. Et au niveau de l'immersion, bah ça décuple complètement l'expérience VR que vous avez. Vraiment, je regarde vraiment un peu partout et c'est superbe. Là, on va arriver à faire sur des paysages un peu plus désertiques et ça va être vraiment, vraiment plaisant. Les détails que l'on voit sur l'avion, ça c'est pareil, les détails que vous voyez sur la carlingue, on voit encore plus de détails que sur le Crystal Light. Sur le Crystal Light, on voyait déjà un peu les rivets, là on les voit très bien, mais vous voyez beaucoup plus de marques de salissure. C'est-à-dire que si je regarde là, vraiment sur les côtés de la plaque que vous voyez là, bon, on voit vraiment les pas de vis, enfin les vis cruciformes, et en fait vous voyez la saleté beaucoup plus nette que sur le Crystal Light. Ça c'est assez impressionnant. Donc vraiment on a une sensation photoréaliste qui n'a rien à voir avec ce que l'on avait sur le Crystal Light, alors que déjà le Crystal Light c'était vraiment très très bon. Ce qui est hyper appréciable aussi en termes de netteté de la qualité d'image, c'est la capacité que l'on peut avoir de lire les écrans. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un peu quand vous faites de l'IFR, ça c'est quelque chose qu'au niveau du Crystal Light c'était pas super pratique à utiliser. C'était très bien pour faire du VFR, mais pour faire de l'IFR pur, pour aller regarder tout le temps dans le cockpit, euh, on perdait un peu en netteté quand même. Donc c'était pas hyper parfaitement exploitable pour faire ce genre d'utilisation avec le Crystal Light, même s'il le faisait très bien. Néanmoins là, avec cette qualité cette résolution que l'on a dans le Dream Air, là vous pouvez faire vraiment de l'IFR, du VFR, enfin c'est un casque qui est ultra complet. Et là où il est encore mieux que le Crystal Light, et ça je l'avais déjà un peu parlé dans les précédentes vidéos, c'est dès l'instant où on est sur des paysages de pénombre et surtout de nuit. Là vous avez une qualité d'image de nuit qui est à tomber par terre. Vous voyez les moindres détails, alors là je peux pas passer en nuit parce qu'on est en mission de carrière, mais l'image de nuit c'est impressionnant, les noirs sont noirs. Vous voyez les moindres différences de contraste, chose qui n'était pas possible sur Crystal Light. Vraiment une des restrictions que j'avais sur le Crystal Light, c'est de pouvoir voler vraiment de nuit. On avait vraiment une sensation d'espèce de flou dès l'instant où on était un peu dans la nuit et c'était pas terrible terrible. Là, l'image de nuit, elle est mais c'est impressionnant comment c'est net. C'est même plus net que ce que je peux avoir sur un écran. Alors ça, certains, ça les surprend, ils disent non, tu peux pas avoir une image plus nette sur un casque VR que sur un écran 4K. Sauf que je vous assure que l'image que vous avez dans le casque, la sensation que vous avez, elle est plus nette que sur un écran 4K. Et, et surtout, vous avez un champ de vision qui vous paraît beaucoup plus grand que sur un écran où vous avez cette sensation un peu étriquée. Là, vous n'avez pas en fait cette sensation étriquée vraiment avec le casque VR, même s'il y a un peu cet effet un peu masque de plongée hein, qu'on peut avoir dans l'image puisqu'on voit les bords. Mais vous avez vraiment cette sensation d'avoir un champ de vision qui est beaucoup plus large parce que vous avez les dalles qui sont beaucoup plus proches de vos yeux. Et donc vous avez une netteté qui est sur un champ de vision qui est en apparence plus large. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose avec ce Dream Air qui est vraiment impressionnant au niveau de la qualité d'image et de la sensation que l'on a. C'est superbe. Et moi ça, là, ces montagnes que l'on a, le désert derrière, c'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment pour moi le casque qui révolutionne la VR. Alors, pour plusieurs aspects, hein. Déjà au niveau de la qualité des dalles, les dalles Sony, mais elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment bluffant. Faut vraiment le tester pour s'en rendre compte. Vous avez vraiment une qualité d'image qui est tout simplement hallucinante. Voilà. Et aussi le poids, la légèreté. Alors il chauffe un petit peu, hein, c'est vrai, mais on le ressent pas trop hein, sur la tête. Mais on sent que oui, il chauffe et les ventilos font leur travail.
mais le confort que l'on a d'avoir un casque aussi petit, dès l'instant où vous remplacez l'interface faciale avec celle de Studioform, c'est le jour et la nuit. Et là, vous profitez pleinement d'un casque qui ne vous appuie pas en fait sur la tête et qui est ultra léger, vraiment ultra léger. Et ça, c'est vraiment un gros changement. Il y a toujours ce câble là qui se joint à l'arrière là, que je bouge un peu la tête. Bon, je sens le câble qui bouge un peu derrière, afin que je trouve une solution pour le placer peut-être autrement pour qu'il soit moins gênant. Voilà, faudra que je trouve quelque chose parce que ce lien entre les deux câbles a tendance un petit peu à gêner, à tirer un petit peu. Mais je vais dire c'est un peu anecdotique. Du moment qu'on ne bouge pas trop la tête, c'est pas trop gênant. Là sur des vols sur Flight Simulator, ça va. C'est pas quelque chose de gênant. Dès l'instant où on reste 90 degrés gauche, 90 degrés droite, ça va. Après, dès l'instant où on veut tirer un peu plus derrière, oui, là, ça devient un peu plus gênant. C'est magnifique. Le paysage c'est photoréaliste. Vraiment, ce casque, il vous apporte vraiment une qualité d'image photoréaliste. Donc voilà, ce genre de gêne, bon, ça devient un peu anecdotique par rapport au câble, même si on peut mieux faire. Voilà. À voir si ce câble il tient le coup sur la durée, est-ce qu'il va pas se fatiguer, est-ce qu'il va pas falloir le changer, on verra. Ça on verra sur long terme. Pour l'instant malheureusement c'est le genre de choses qu'on ne peut pas trop voir. Je vais essayer de réduire ça. Ouais, c'est à 95. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Tant qu'on parle un peu du Crystal Light, pour le comparer, vraiment en termes de poids, c'est vraiment ce qui change, hein. On voit vraiment une grosse différence de poids. C'est vraiment excellent. Alors, je voulais essayer le Dreamer SE lorsque Pimax venait sur Paris, et malheureusement, j'ai raté le passage. En fait, ce qui est un peu gênant avec ces Pimax Roadshow, c'est qu'ils mettent les dates un peu au dernier moment. Ce qui fait que si vous ne surveillez pas pendant quelques jours, en fait vous passez à côté de ces dates-là, et en fait c'est la semaine dernière. Donc même la semaine encore avant. On est quoi? Non, c'était la semaine dernière. Donc ce qui fait que j'ai raté le passage sur Paris. Et donc j'ai pas pu aller tester le Dreamer SE. J'aurais bien voulu tester le Dreamer SE pour pouvoir le comparer avec le Dreamer, mais aussi avec le Crystal Light. Il y a des tests qui commencent à arriver, hein. Hier Flight Sim Guy a déjà fait des tests. J'ai vu aussi, c'était MRTV qui a fait également une vidéo sortie hier pour comparer le Dreamer SE et le Crystal Light. Alors ce qui en ressort, c'est que oui, vous avez une bien meilleure qualité d'image avec le OLED, du moins en termes de couleur, en termes de contraste. Néanmoins, le Crystal Light reste au-dessus en termes de résolution. Forcément, il est à 2880 pixels par 2880, là où le Dreamer est à 2500, je crois, par 2300. Donc il est quand même un peu en dessous. Donc on est sur une résolution qui est entre le Crystal Light et le Quest 3. Donc la qualité d'image elle est un peu moins bonne en termes de netteté. Néanmoins, la qualité des dalles fait que ça peut être quand même un argument, et notamment aussi le poids. Le fait d'avoir un écran OLED, je pense qu'en termes de vol de nuit, vous allez avoir une expérience meilleure que sur le Crystal Light. Et là je le vois vraiment avec les micro OLED de nuit, c'est vraiment magnifique. Donc si votre but c'est de voler sur on va dire 2 jours comme de nuit sans problème, là je ne suis pas à vous conseiller le Crystal Light, je vais plutôt vous conseiller le Dreamer, quitte à avoir une netteté, une résolution un peu moindre. Donc après en termes de prix on est assez similaire. Toutefois voilà, le choix il n'est pas évident vraiment entre les deux, parce que chacun de ces deux casques, le Crystal Light et le Dreamer SE, a ses avantages. Le Dreamer SE apparemment il y a pas mal de glaire. Donc ça apparemment ça reste un des problèmes. Donc le casque visiblement n'est pas parfait.
il y a quand même une grosse différence en termes de qualité d'image entre le Dreamer et le Dreamer SE. On sent que vraiment c'est pas les mêmes dalles. Et forcément, hein, c'est pas le même prix non plus, il est quand même 2 fois moins cher. Donc j'ai envie de vous dire, voilà ce que je peux un peu conseiller. Si votre but c'est surtout de voler 2 jours avec une meilleure netteté, mais que vous avez déjà une bonne carte graphique, le Crystal Light est une très bonne option. Si vous voulez un casque qui soit d'une résolution un peu moindre que le Crystal Light, ça ne vous dérange pas, mais une qualité de couleur et de contraste meilleure, bah, je vous conseillerais à ce moment-là d'aller plutôt sur le Dreamer SE pour le même prix à peu près. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous conseiller. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pouvais dire de plus par rapport au casque? Pas grand chose de plus à rajouter. On va arriver sur le terrain, là on arrive sur le désert. Là on a vraiment des contrastes de couleurs sur ce Dreamer qui sont assez bluffants, hein. Je suis vraiment à vous conseiller aujourd'hui de privilégier aujourd'hui plutôt l'achat d'un casque plutôt qu'une nouvelle carte graphique, vu que alors les cartes graphiques, j'en parlais dans la précédente vidéo, les RTX 5000 Super qui sont annoncées pour 2027, il y a des bruits comme quoi elles seraient annoncées au CES de janvier, donc début d'année 2027. Je suis assez dubitatif là-dessus, vraiment. Donc faudra voir un peu dans le temps, au fur et à mesure que ça approche. Néanmoins, vraiment le gain de performance que l'on va attendre des super, il sera très limité, selon moi. En fait, le changement va avoir lieu surtout au niveau des puces RAM. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des puces de 2 Go de VRAM, ces puces de 2 Go vont être remplacées par des puces de 3 Go. C'est-à-dire que les cartes graphiques vont avoir plus de VRAM. C'est une bonne chose. Mais quand on sait le prix de la RAM aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que le prix des cartes graphiques qui vont sortir seront relativement plus élevés. Voilà. On ne sait pas de combien, hein. Pour l'instant les prix ça n'est pas clair du tout. Donc moi je trouve que le gain de performance il sera pas significatif. Alors la seule carte qui pourrait peut-être représenter un intérêt pour moi ce serait la 5080 qui passerait de 16 Go à 24 Go de VRAM. Et là oui, pour un casque comme Crystal Light ou le Dreamer, hein, vraiment d'avoir 24 Go de VRAM, je pense que c'est vraiment un bon plan. Reste à voir combien elle sera vendue. Ça c'est une autre paire de manches. Pour l'instant on ne sait pas, on n'a absolument pas les prix qui sont sortis. À savoir aussi que la 5080 Super, avec donc le passage de la VRAM de 16 à 24 Go, ça reste qu'une amélioration très mineure, c'est-à-dire que vous allez avoir juste de la VRAM en plus, mais les performances de la carte seront exactement les mêmes qu'une 5080, voire même quasiment qu'une 4080, parce que je précise que le gap de performance entre une 4080 et une 5080 actuellement, il est à peine même pas de 10%. Donc si vous avez une 4080, je vais dire bah, ne changez pas, restez avec. Vraiment ça vaut pas le coup. De plus, même Pimax n'améliore même pas la 5090, alors faut dire qu'elle a déjà 32 Go de VRAM, donc autant dire que c'est amplement suffisant. Donc la 5090 ne fera pas partie des cartes graphiques qui vont être améliorées. Alors, selon moi, il n'y a pas besoin, la 5090 elle est déjà excellente. Lima 77 traffic, Beechcraft November 96251, for miles southwest, 4800, inbound to land, runway 24. Donc voilà un peu au niveau de ce que je peux vous conseiller en termes de carte graphique. Pour moi le gain de performance qui va arriver avec ces super, il ne sera pas au rendez-vous. Ça on le sait, il n'y aura que la VRAM qui va un peu s'améliorer, qui pourra fluidifier un peu votre expérience en VR, ça je ne le nie pas. Mais qui n'est pas suffisante pour représenter vraiment un gain de performance significatif si vous avez déjà une RTX 40 quelque chose. Voilà, selon moi, les RTX 40 70 Ti, les TI Super ainsi que les 4080, même les 4090, elles sont encore largement suffisantes pour faire la VR aujourd'hui. Vraiment.
Et là, mais je vois même davantage les pylônes, hein. Les pylônes, même s'ils sont un tout petit peu flous là, avec le DLSS, bah, on voit quand même on les voit. Allez, sortie du train. Donc clairement, l'expérience VR en termes de performance graphique, hein, j'ai envie de dire, enfin, des cartes graphiques, faut pas s'attendre à quelque chose de faramineux sur 2026 et 2027, hein, vraiment. Pour l'instant, le gain de performance, il n'est pas encore suffisamment présent pour pouvoir, selon moi, passer à une nouvelle carte graphique. Et le prix de la VRAM fait que ces cartes graphiques, selon moi, seront relativement chères et même trop chères par rapport à ce qu'elles vont vraiment apporter. D'où le conseil que je fais de plus en plus maintenant de conseiller plutôt d'investir sur un casque VR plutôt que sur une nouvelle carte graphique. Et là aujourd'hui vraiment on a une telle qualité d'image avec des casques comme le Dreamer, et même je pense que le Dreamer SE, même s'il n'est pas encore parfait, en termes de rapport performance-prix, il est vraiment bien parce qu'il permet d'utiliser des cartes graphiques de moyenne gamme de manière très optimisée et avec une qualité de dalle qui, je pense, est déjà tout à fait correcte. Mais rien de comparable avec le Dreamer, hein. Si vraiment vous avez le budget pour acheter le Dreamer, vraiment allez-y. Allez-y vraiment. Alors il y a un autre casque, un copain qui commence à lorgner de plus en plus dessus. C'est quand même le... mince, comment il s'appelle celui-là, ça va me revenir. Le Bigstream Beyond 2, voilà. Et en termes de confort, je pense qu'on est sur quelque chose qui est bien meilleur. Qui est déjà bien parce qu'en plus ça permet, et ça je trouve pas mal, ça me rappelle un peu une interface que j'avais acheté pour le Pico 4, avec vraiment les bords de l'interface faciale sont en plastique souple, ce qui fait que ça ne vient pas appuyer sur votre visage, mais ça permet de cacher suffisamment bien la luminosité de tous les côtés, mais ça n'appuie pas sur votre tête, puisqu'en fait ça va reposer en fait sur votre partie supérieure du front, et donc vous allez pouvoir soulever le casque pour regarder plus facilement. Et ça, je pense qu'en termes de confort, ça doit être vraiment pas mal. La qualité d'image est pas tellement est pas très en dessous du Dreamer à ce qui paraît, même si le Dreamer il est quand même au-dessus. Mais le Bigstream Beyond 2 visiblement a aussi une très bonne qualité d'image, donc ça peut être aussi une bonne alternative au Dreamer. Néanmoins, d'un point de vue software, le Dreamer est quand même vachement plus optimisé. On peut régler beaucoup plus de choses que le Bigstream Beyond 2. Mais ça peut être aussi une bonne alternative. Il est peut-être un petit peu moins cher que le Dreamer. C'est un petit peu plus encore. Voilà. Donc jetez un oeil quand même aussi sur le Bigstream Beyond. Je ne le connais pas, je n'ai pas pu vraiment le tester, hein, donc je ne peux pas vous dire vraiment ce qu'il a dans le ventre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi le Dreamer est le meilleur casque qui existe actuellement, hein. Hormis ces problèmes de confort que l'on améliore très facilement pour environ 50 € grâce à Studioform. Et là vous avez vraiment un casque qui est hyper plaisant à porter, hyper plaisant à regarder, c'est vraiment top. Donc ça reste une valeur, pour moi une valeur sûre, vraiment ce casque là. Et même avec cette interface faciale, j'ai quand même un peu d'espace juste sous le nez, ce qui fait que je peux quand même voir mon clavier en dessous, je peux quand même appuyer. Mais pour autant j'ai pas beaucoup de lumière qui rentre dedans, et là j'ai vraiment une étanchéité d'un point de vue lumière dans le casque qui est bien meilleure que ce que je pouvais avoir avec l'interface faciale de Pimax. Donc vraiment très satisfait de cette amélioration du confort que l'on permet avec
avec Studioform. Voilà, je vous mets les liens en description de ces éléments-là en dessous de la vidéo. Donc ça, vous pourrez aller les chercher. Et vraiment, le confort, il est excellent. Maintenant, vraiment, pour moi, le Dreamer, il n'a plus aucun défaut, hormis ce double câble qui se rejoint à l'arrière. Mais ça reste pas gênant. À bientôt!